Une autre personne qui a pris aussi la parole sur la santé, qui considère que c'est un bien et non pas une valeur, c'est André Comte-Sponville, philosophe, qui va nous parler de Que le meilleur gagne. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Je rappelle donc le titre de ce livre, Que le meilleur gagne, aux éditions Robert Laffont et coédité avec l'INSEP. Et je dirais qu'André Comte-Sponville, on ne le présente pas, c'est vrai que c'est une phrase bateau et cliché. Enfin, le petit traité des grandes vertus est tellement de livres sur la philosophie, sur l'humanisme. Et je dirais que c'est vraiment très important en ce moment de se rappeler qu'il y a quand même des attitudes au bon sens du terme, qu'il y a une philosophie de la vie et que ce Covid et que cette épidémie ou pandémie, appelons-le comme on veut, a rappelé quand même des valeurs essentielles dont vous avez beaucoup parlé, André Comte-Sponville. Mais je voudrais justement, avant que vous parliez de Que le meilleur gagne, moi je voudrais avoir un peu votre sentiment, justement. Là, c'est pas l'épidémiologiste, c'est le sondeur des âmes ou des cœurs. Cette année de Covid-19, vous l'avez vécu comment? Parce que je parle du philosophe aussi bien que du citoyen. Et vous en avez retiré quoi? Au début, j'étais surpris d'avoir si peu peur et d'être entouré de gens effrayés, alors qu'on savait dès le début, grâce aux Chinois, que le taux de mortalité était autour de 1%. Maintenant, on sait qu'il est sensiblement en dessous de 1%. Et puis après, j'ai eu un peu plus peur, parce que je trouvais que notre société était en train d'entrer dans une logique folle, alors que j'ai appelé le panmédicalisme, c'est-à-dire une idéologie qui fait de la santé la valeur suprême, à tort, parce que d'une part, elle n'est pas une valeur du tout, à mon sens, mais un bien, mais en plus, même à la pensée en termes de valeur, elle n'est évidemment pas la valeur suprême. Et là où le piège du panmédicalisme se referme, c'est que si on fait de la santé la valeur suprême, alors la priorité des priorités, ça devient les plus fragiles en termes de santé. C'est-à-dire, en effet, les plus vieux pour la quasi-totalité des pathologies. Et donc, on va sacrifier deux générations de jeunes, les enfants, les adolescents, les étudiants d'un côté, et puis les jeunes adultes de l'autre, entre 20 et 40 ans, qui cherchent un boulot, etc. On va sacrifier deux générations de jeunes à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents, ce qui me paraît un contresens, et sur l'existence humaine, et sur la solidarité intergénérationnelle, parce que traditionnellement, les parents se sacrifient pour leurs enfants, évidemment, beaucoup plus que les enfants pour leurs parents. Et c'est normal, et c'est sain, et c'est bien que ça soit comme ça. Et je constatais avec effroi qu'on était en train d'inverser cette solidarité intergénérationnelle. Donc d'abord moins peur que les autres, ensuite plus peur que beaucoup, et maintenant je trouve que ça va un peu mieux, parce que finalement les gens finissent par comprendre. Maintenant même les médecins nous rappellent presque à chaque intervention qu'il n'y a pas que la médecine, qu'il faut tenir compte aussi des données économiques, sociales, psychologiques. Je m'inquiétais du fait que les politiques semblaient soumis aux diktats médicaux. C'est moins vrai aujourd'hui. Je vois que le président Macron a reconquis une part d'autonomie par rapport au comité scientifique. Et donc, malgré ce qu'il y a de sérieux dans cette pandémie, notamment dans le variant anglais qui complique un peu la chose, hein, il faut bien le noter en passant, j'ai le sentiment malgré tout que je me sens moins seul qu'au début et que la situation, je ne dirais pas médicale, mais politique, idéologique, évolue plutôt, malgré tout, dans le bon sens. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même, André Comte-Sponville, qu'il y a eu, et qu'il y a encore, et je ne parle pas seulement que de la France, une espèce de management par la peur, de gestion par la peur? Oui, bien sûr. Il y a quand même une sidération. J'ai signé au début de la pandémie un appel contre cette politique de la peur, et politique relayée massivement par les médias, voire suscitée par les médias, mais à laquelle je trouve que les hommes politiques n'ont pas suffisamment résisté. Et donc, la peur toujours est mauvaise conseillère. Alors, c'est vrai que la Covid-19, ça tue. C'est vrai qu'il faut soigner les gens, y compris bien sûr les personnes âgées. Mais enfin, rappelons malgré tout que la mort fait partie de la vie et que non seulement le taux de létalité, comme on dit, donc le taux de mortalité pour les gens contaminés, semble être, les chiffres de l'Institut Pasteur, c'est de 0,5%. Ça veut dire que si vous attrapez la Covid-19, vous avez en moyenne 99,5% de chances d'en guérir. Et on ne l'attrapera pas tous. Mais même
après 80 ans, l'espérance, la chance de guérison est encore de 9 sur 10. Vous voyez, et donc arrêtons de faire croire qu'il s'agit d'une espèce d'hécatombe. Ce n'est pas vrai, même parmi les personnes âgées. Alors, vous avez écouté les chiffres de M. Toubiana, qui sont tout à fait intéressants, en effet. Moi, j'étais resté il y a quelques semaines sur les chiffres d'un démographe, là, dont le nom Hervé Lebrun, qui est un très bon démographe, alors qui était un peu différent, mais je pense qu'il tenait moins compte et du vieillissement de la population et de la singularité de l'année 2019. Bref, lui disait que la surmortalité en 2020 était de 7,3%. 7,3% contre 3,5% à peu près dans les derniers chiffres. Mais je veux dire que c'est pas ça le plus important. De toute façon, c'est quand même pas une hécatombe, mais surtout, ce que montrait Hervé Lebrun, et ça le plus significatif, c'est que ces 7,3%, qui certes ne sont pas négligeables, 2020 est une mauvaise année, c'est clair, mais en revanche, si on calcule l'espérance de vie, le bras montre que nous n'avons perdu en 2020 que 6 mois et demi d'espérance de vie. Or, nous avons gagné, les gens de notre génération, nous avons gagné 20 ans d'espérance de vie depuis 1946. Et donc, d'un côté, on gagne 20 ans d'espérance de vie, on vient d'en perdre, mais provisoirement, 6 mois et demi, et tout le monde crie à la catastrophe. Écoutez, sincèrement, mourir à 84 ans ou à 84 ans et demi, ça ne change pas fondamentalement les données du problème. Donc, il faut rester vigilant, notamment vis-à-vis du variant anglais qui semble plus contagieux et apparemment qui atteint davantage des gens un peu plus jeunes, mais on verra l'évolution. Mais en tout cas, la peur est toujours mauvaise conseillère. Il me semble que le monde entier a cédé à une espèce de panique au début de cette pandémie. C'est pas seulement la France, c'est le monde entier, et qu'il est temps de retrouver et son bon sens et son sang-froid. Mais pour le moment, alors comment arriver à le retrouver à un moment où quand même on ne parle pas, on vous dit c'est pas le confinement. Enfin, on est en régime de semi-liberté. Alors peut-être qu'il le faut, je ne sais pas. Mais ces couvre-feux à répétition, ces ordres, ça vous a pas frappé? Je ne remonte pas au masque qu'il fallait surtout pas porter, ça ne servait à rien. Et maintenant il le faut. Je ne remonte pas à tout cela. Mais simplement cette espèce d'avalanche, d'instruction, de mise en garde, de limitation. Et dès que, rappelez-vous, une brave mamie allait au bord de la mer, on lui faisait payer 135 € d'amende. Maintenant, c'est le contraire. Sortez et dehors. Il n'y a pas cette espèce de... Parce qu'on parlait du médecin. Est-ce que le politique, justement, est-ce qu'il n'est pas paniqué par l'échéance électorale? L'échéance électorale, mais peut-être en partie, mais je crois plus par la pression du corps médical et puis la responsabilité. C'est quand même pas facile de se dire qu'il y aura peut-être des centaines ou des milliers de gens qui vont mourir parce que je n'ai pas confiné, si vous voulez. Donc moi, j'évite d'accabler les politiques. D'abord, ça fait le jeu du populisme et j'ai horreur de ça. Et puis c'est vrai qu'objectivement, la situation est difficile. Mais vous avez raison sur le fond. Nous assistons depuis plus d'1 an maintenant à la plus grande restriction de liberté que les gens de ma génération aient jamais connu. Ça n'a jamais existé depuis 69 ans, si vous voulez. Et cela au nom de la santé. C'est ça le pan médicaliste. Parce que si la santé est la valeur suprême, par définition, la liberté, c'est moins important. Mais c'est vrai aussi pour l'économie. Il y a 1 million de nouveaux pauvres en France depuis le début de la pandémie et du confinement. Et plus à cause du confinement qu'à cause de la pandémie. Il y a 150 millions de personnes dans le monde qui sont redescendues en dessous du seuil de l'extrême pauvreté. C'est la première fois depuis 30 ans que la pauvreté augmente dans le monde. Alors et tout ça à cause des mesures de confinement. Donc arrêtons de faire de la santé la valeur suprême. La santé est un bien important, ça va de soi. Mais la liberté, la justice, l'amour, que sais-je, c'est quand même des valeurs supérieures. On va continuer à en parler après ceci avec André Comte-Sponville. Après avoir parlé du côté obscur de la force, le virus, parlons du côté clair de la force, avec ce livre d'André Comte-Sponville, Que le meilleur gagne, dans la collection Homo Ludens chez Robert Laffont. Alors le sport, ça, longtemps vous avez exercé de bonheur? Non, moi, vous savez... Au fond, on disait tout à l'heure que j'avais résisté à l'excès de peur, de panique vis-à-vis de la pandémie de Covid-19. J'ai envie de dire que je résiste aussi à l'excès d'enthousiasme, d'adulation vis-à-vis du sport de compétition. Parce que le sport est assurément une très bonne chose pour la santé. Pour ceux qui aiment ça, ça fait partie de leur plaisir, de leur bonheur. Il va de soi que je n'ai rien contre. En revanche, quand je vois, et là encore, pour le coup, spécialement chez les jeunes,
l'adulation dont le sport en général et le football en particulier sont l'objet, ça m'inquiète un peu. Non pas, mais parce que j'ai envie de dire que le sport est bon pour la santé et mauvais pour la culture. Et c'est pourquoi j'ai osé la formule qu'on m'a reprochée, mais qui est une espèce de provocation pour donner à réfléchir. Je dis que la France a eu le malheur de gagner la Coupe du Monde en 1998. Pourquoi le malheur? Sur le coup, j'étais content. En plus, mes 3 garçons, qui sont 3 footeux, étaient aux anges, évidemment. Mais du même coup, pour des centaines de milliers de jeunes gens, surtout de garçons, en effet, tout ce qui relevait du travail scolaire avait beaucoup moins d'importance que le football. La lecture, n'en parlons pas. Et donc, entre les jeux vidéo d'un côté et cette manie du football ou du sport en général de l'autre, nous avons une génération de jeunes très fortement déculturés, si on peut dire. Voilà. Et donc, autant le sport qu'on fait, c'est très bien. En revanche, le sport qu'on regarde à la télé en mangeant des pop-corn, en buvant du Coca-Cola, c'est beaucoup moins bon pour la santé. Mais surtout, c'est un peu comme pour le pan médicaliste. Faire de la santé la valeur suprême, c'est un contresens, et sur la santé et sur la vie. Mais faire du sport ou du foot la valeur suprême, mettre Kylian Mbappé plus haut que tout, alors que ce garçon est très sympathique et sans doute talentueux pour ce qui est de taper dans un ballon, mais enfin, il y a plus à admirer quand même dans la vie qu'un champion de football. Et donc voilà, je regrette cette espèce de saccage culturel. Et en plus, il y a aussi autre chose, c'est que ces jeunes gens de 10-12 ans qui ne rêvent que d'une chose, être footballeur pro. Mais dès qu'ils auront 17, 18 ans, ils comprendront qu'ils ne le seront jamais, évidemment, pour la quasi-totalité d'entre eux. Et donc, ça veut dire que des milliers de jeunes garçons vont commencer leur vie d'adulte par un constat d'échec, par une déception. Ça ne me paraît pas sain. Vous croyez André Consponville, d'abord, mais on va vous traiter de réac, là, hein. Mais quand même, hein. Parce que, est-ce qu'on ne peut pas être à la fois, d'abord, vous croyez qu'ils n'ont pas beaucoup d'entre eux, même les gosses, ou enfin, les adolescents, un peu de distance, ils savent quand même, enfin, j'espère pour eux, qu'ils ne deviendront pas tous Kylian Mbappé, ou Neymar, ou Messi, etc. Et surtout, est-ce qu'on ne peut pas aimer le sport et la culture? Ah mais bien sûr, c'est pas du tout impossible. C'était le cas d'Albert Camus, notamment, comme vous le savez. Je crois que c'est le cas de Finkielkraut aujourd'hui. L'un et l'autre en ont parfaitement le droit. Moi, c'est pas que je suis pas passionné de sport. Je l'étais un peu quand j'étais enfant, mais obligatoire non plus, simplement, voilà, l'important, c'est pas qu'on aime ou pas le sport ou le foot en particulier. C'est est-ce que ça envahit tout? Ou est-ce que ça laisse de la place au travail scolaire, à la lecture, à la culture? Voilà, il ne s'agit pas de condamner le sport en général, mais peut-être un excès, là encore, comme pour le panmédicalisme, un excès dans la valorisation qu'on lui donne. Et donc, quand un enfant de 7-8 ans a le sentiment que le foot, c'est plus important que tout, j'ai envie de dire aux parents, attention, casse-cou, parce qu'il ne sera pas footballeur professionnel. Il serait bon que nos enfants comprennent qu'à 7-8 ans, 10, 15 ans, le plus important, c'est de travailler et de réussir à l'école. De réussir, parce que l'un des avantages, en revanche, du sport, c'est qu'il réconcilie nos enfants avec l'idée d'émulation, voilà, avec l'idée d'ambition. Alors que dans nos écoles, on a très souvent supprimé les notes et les classements, d'abord pour ne pas humilier les mauvais élèves, et puis pour ne pas valoriser trop les bons, pour ne pas les pousser à trop d'ambition ou d'émulation. Comme si l'ambition, c'était un défaut, comme si l'émulation, c'était une faute morale. Mais pas du tout. Et donc, le bon usage du sport, me semble-t-il, c'est d'aider nos enfants à accepter la défaite, quand défaite il y a, mais à préférer la victoire, à aimer progresser, à aimer même être parfois meilleur que les autres. Ouais. Vouloir être le meilleur, ce n'est pas du tout une faute morale, ni une faute politique. Parce que j'ai pris ce titre, que le meilleur gagne, et au fond, c'est ça qui m'intéressait le plus conceptuellement, c'est qu'il y a une tension entre l'idéologie qui est la nôtre et qui est légitimement la nôtre, celle de l'égalité républicaine. Nous pensons à juste titre que tous les êtres humains sont égaux. Et pourtant, le sport est fondé sur la maxime que le meilleur gagne. Mais si on est tous égaux, comment peut-il y en avoir un qui est meilleur que les autres? Alors, la solution, c'est qu'en vérité, le mot égalité dans les deux propositions n'a pas le même sens. Quand on dit que tous les hommes sont égaux, il faut entendre sont égaux en droit et en dignité. Et quand on dit qu'ils ne sont pas tous égaux puisque les uns sont meilleurs que d'autres, il faut entendre qu'ils ne sont pas tous égaux en fait et en valeur. Et il faut tenir les deux bouts de la chaîne, parce que si vous pensez que tous les humains sont égaux en fait et en valeur, tout se vaut, et donc rien ne vaut. C'est plus de la démocratie, c'est du nihilisme. Et en même temps, si vous renoncez à l'égalité républicaine qui veut que nous soyons tous égaux en droit et en dignité, vous violez l'humanisme sur un point principal. Et là encore, j'aime bien que le sport permette aux enfants, si on les aide un peu à réfléchir, à tenir les deux bouts de la chaîne.
l'égalité en droit et en dignité de tous, mais l'inégalité en fait et en valeur, et donc relégitimer l'ambition, l'émulation, le désir de victoire. Mais alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, sans changer ce qui est au fronton de toutes nos mairies et édifices publics, est-ce que ce n'est pas l'équité qui serait un meilleur terme que l'égalité? Parce que justement, vous dites vous-même, enfin, il y a un paradoxe de l'égalité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? Que le maire gagne, vous avez raison. Et en même temps, si le tout se vaut ne veut rien dire, puisqu'on le voit très bien, et pas seulement dans le sport. C'est vrai dans les arts. Il y a de grands écrivains, et il y a des gens qui écrivent et qui n'arriveront jamais à... Bon, c'est pas parce qu'ils sont inférieurs au sens. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce problème, justement, que peut-être l'école devrait jouer un rôle, pas seulement les philosophes bien sûr, mais l'école, en disant écoutez, est-ce que l'école ne devrait pas rétablir, parce qu'elle l'a abandonné, vous l'avez dit pour les notes, mais on a mis l'enfant au cœur du système, l'enfant roi, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a joué? Oui, bien sûr, mais vous savez, la France aime l'égalité, enfin au moins en parole, mais il y a une forme d'égalitarisme un peu jacobine. Et vous avez raison, sur le fond, l'équité est une valeur plus juste que l'égalité. D'ailleurs, si on dit de quelqu'un il est très égal, ça ne doit peut-être rien dire. Si on dit il est très équitable, il est très juste, parce que tout ça, ça relève de la justice, ça veut dire quelque chose, vous voyez. Mais voilà, moi je crois qu'il faut réconcilier nos enfants avec l'idée d'ambition. Il faut conforter les bons élèves. Aujourd'hui, les bons élèves se font traiter de bouffons par leurs camarades. Certains sont harcelés. J'ai vu une jeune fille harcelée très cruellement dans sa classe parce qu'elle était la meilleure élève de sa classe. Vous voyez le truc? Donc d'un côté, les bons élèves sont harcelés par leurs camarades qui les traitent de bouffons, et de l'autre, les professeurs n'osent même plus les valoriser de peur d'humilier les mauvais. Mais si on fait une génération qui va considérer que toute ambition est coupable, que toute émulation est absurde, c'est très malsain. Alors heureusement, on retrouve l'émulation, l'ambition dans le sport. Et les mêmes gamins qui n'ont jamais eu de classement à l'école peuvent vous réciter le classement de la Ligue 1 du premier au dernier. Mais donc c'est plutôt un bon point de ce point de vue pour le sport, mais ça ne suffira pas. Et donc il importe de revaloriser l'ambition, l'émulation, le succès. Que le maire gagne devrait être un du 11e commandement peut-être. Oui, je crois que c'est une très bonne valeur sportive et qui donne à réfléchir et justement qui contrebalance cette espèce d'égalitarisme absurde qu'on confond parfois avec l'équité ou avec la justice. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous le dites, enfin, je veux dire, dans cette collection des Homo Ludens, qui est une excellente collection, je dois dire, et quelqu'un vous a, et c'est très joli, votre intervieweur vous pose, on retrouve la phrase de Sénèque dans les lettres à Lucilius que vous aimez à citer: quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. C'est magnifique. Oui, parce que le sport, et c'est ça aussi, c'est une école de l'effort, de la volonté, de l'action. Et ça n'est pas la même chose encore d'espérer que la France va gagner la Coupe du Monde en regardant le match à la télé que de vouloir s'entraîner soi-même, vous voyez. Voilà, moi je suis pour le sport qu'on fait, le sport qu'on pratique, et un peu réservé sur le sport qu'on regarde à la télé, qu'on admire ou qu'on adule excessivement. Et vous pensez, et c'est ma dernière question, André Consponville, est-ce que vous pensez que l'école ne devrait pas aider, que Rimbaud, Verlaine, Baudelaire ou Consponville ou autres devraient effectivement être pas célébrés, mais enfin cités, etc. Ils le sont peut-être, mais pas assez, comme le sont les grands footballeurs ou les grandes stars du rap. Mais ils devraient l'être évidemment beaucoup plus, c'est-à-dire qu'entre Rimbaud et Baudelaire et Kylian Mbappé, là encore, ou qui vous voudrez, ou Messi, etc., sincèrement, ils ne boxent pas dans la même catégorie. Oui. Et donc, moi, c'est ça qui est un peu, avant de dire c'est à propos d'intellectuel, soit je suis un intellectuel, je l'assume, mais l'idée qu'on mette un grand sportif au même niveau que Mozart ou Beethoven, Victor Hugo ou Goethe, Baudelaire ou Rimbaud, ça me paraît quand même, là encore, un contresens pour le coup sur la culture, parce que tout ne se vaut pas. Alors ça ne condamne pas le sport. Si vous jouez au ballon, mieux vaut être doué que ne pas être doué. Mieux vaut s'entraîner pour progresser. Tout ça est très vrai, mais notre époque a besoin de se réconcilier avec l'idée de hiérarchie. Tout ne se vaut pas et tous les domaines ne se valent pas non plus. L'idée que la musique, la littérature ou la peinture, ça soit des domaines supérieurs à la course à pied, au football ou au basket, ça va en choquer certains, mais je l'assume tranquillement. Je crois que ça fait partie de notre héritage civilisationnel. Voilà, lisez, notamment lisez Que le maire gagne d'André Consponville, et puis relisez ou lisez les classiques, c'est très important. Ça vous empêchera pas de courir, mais lisez d'abord. Et l'un des classiques, par exemple, Le Petit Traité des grandes vertus, écrit aussi par André Consponville, que nous recevons tout de suite. Je rappelle d'ailleurs l'édition de Que le meilleur gagne, édition Robert Laffont, et coédité avec l'INSEP.